10. Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver après tout ce temps. On va parler donc du pay-per-view Hell in a Cell qui va avoir lieu donc dans la nuit de dimanche à lundi, donc à partir de demain soir. Et comme d'habitude, on va parler un peu des matchs les uns après les autres et je vais vous donner mon avis sur mes pronostics et les potentiels spoilers qui ont pu filtrer ici ou là et vous dire si mon avis à moi, si ça fit avec ce que je pense moi, et vous donner mes scénarios possibles. Ce pay-per-view, voilà, il faut le dire, n'est pas forcément hyper excitant au vu de la carte. Il y a 2-3 matchs qui sont intéressants, mais après il y a quand même des matchs qui ont un build-up vraiment très très limité, et ça a tout lieu quand même du pay-per-view à nouveau de transition à la façon de No Mercy. Donc j'en attends, on va dire, pas grand chose. J'attends surtout d'être surpris, de voir des choses vraiment complètement venues d'ailleurs, auxquelles je n'aurais jamais pensé, et j'espère que ce pay-per-view va quand même ne sera pas d'un niveau faible, et que ça nous permettra aussi de préparer déjà les Survivor Series, puisque le prochain pay-per-view, en tout cas qui impliquera des superstars de SmackDown, ce sera déjà les Survivor Series. Et entre temps, il y aura TLC concernant Monday Night Raw. Bref, on n'en est pas encore là. On va aller dans l'ordre et on va passer directement au kick-off qui va voir donc s'affronter Shelton Benjamin et Chad Gable au Hype Bros. Alors autant ces derniers temps on avait quand même une grosse série de victoires pour les Heels en kick-off, ça commence à faire un bon petit bout de temps là que les Heels l'emportent en kick-off. Ça fait 3-4 pay-per-view là que ça arrive. Autant là, je pense que le suspense est pratiquement nul pour ce match, autant le dire tout de suite. Chad Gable et Shelton Benjamin vont l'emporter, c'est clair, net et précis. Pourquoi ? Parce que Shelton Benjamin et Chad Gable n'ont pas encore eu l'occasion de faire de match en pay-per-view, donc ça va être le grand retour de Shelton Benjamin en pay-per-view. Ça, c'est une première chose. Et puis surtout, deuxième chose, on l'a très bien vu dans les storylines, les Hype Bros sont dans une losing streak, ils n'arrêtent pas de perdre, et on comprend bien par là que l'issue de tout ça, c'est un heel turn, peut-être du côté de Zack Ryder, qui se retournerait contre Mojo Rawley, voire l'inverse. On va voir, mais peut-être qu'un heel turn de Zack Ryder serait pas inintéressant. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'équipe des Hype Bros n'a aucun avenir et elle va splitter incessamment sous peu. Il y a plus trop de suspense par rapport à ça, et je serais même pas étonné qu'au Survivor Series on ait un match qui implique une équipe on va dire un peu un peu random, avec Zack Ryder d'un côté et de l'autre côté une équipe avec Mojo Rawley. Ça serait pas impossible. En tout cas, là il y a vraiment pas besoin de tergiverser. Victoire de Gable et Benjamin. On va dire que c'est le coup sûr de ce pay-per-view. C'est pratiquement, je dirais, le match peut-être le plus facile à pronostiquer. Là, franchement, il n'y a pas besoin de se creuser la tête plus longtemps. On passe au match suivant, Randy Orton face à Rusev. Donc c'est un peu finalement la belle suite à ces deux parodies de match, ces deux squash match, avec ce fameux match de SummerSlam qui était vraiment lamentable, où Randy Orton l'avait emporté très 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 rapidement face à Rusev, et ce même Rusev qui avait pris sa revanche un petit peu plus tard à SmackDown, et qui avait voulu même célébrer ça à la mode bulgare, tellement il était content d'avoir gagné un match face à Orton de façon aussi très expéditive. Et là donc on va avoir cette belle, alors a priori, on va quand même pas, on va peut-être pas non plus s'avancer, mais je pense quand même qu'il ne va pas y avoir un troisième squash match. Cette fois-ci,
On peut penser que le match sera quand même un peu long que ça. Je dis pas que ça va durer un quart d'heure, 20 minutes, hein, mais au moins un match d'une dizaine de minutes, 10-12 minutes, ça me semble très cohérent, très crédible. Et en ce qui concerne le pronostic, c'est pas si évident que ça, parce que autant Rousseff, je pense, a beaucoup plus besoin d'une victoire que Orton, hein. Orton qui bien sûr est le vétéran, celui qui a tout gagné, quasiment tout, oui, qui a pratiquement tout gagné et qui n'a plus besoin de grand chose, qui est en fin de carrière, et donc du coup Rousseff a quand même tout intérêt à gagner. Et en plus, on l'a vu ces derniers temps là, il est accompagné, c'est un peu par surprise, il est accompagné d'Aiden English, hein, maintenant, il l'accompagne. Donc c'est peut-être une nouvelle alliance, et donc si on construit cette petite alliance, c'est quand même pour qu'il y ait quelque chose au bout, que ça avance, que ce push se matérialise. Donc si c'est pour se faire déjà battre dans la foulée, ça va pas servir à grand chose. Mais, j'ai malheureusement un mauvais pressentiment et j'ai bien l'impression que Randy Orton va l'emporter. Et je le sens comme ça. Autant, voilà, la dernière fois, on le savait, hein, Orton avait gagné à SummerSlam, on le savait, c'était parce qu'il fallait qu'il stoppe l'hémorragie sur sa série de défaites, hein, en pay-per-view. Donc, il avait battu donc Rousseff à SummerSlam à cause de ça. Ensuite, Rousseff l'a gagné pour histoire d'effacer l'ardoise et d'avoir un égalité. Là maintenant, on repart sur un troisième et probablement dernier match dans cette rivalité. Mais voilà, j'aimerais vraiment. Je suis pas un grand fan de Rousseff, mais pour la logique des choses, la cohérence des choses, mais faites gagner Rousseff, et puis en plus, donc, comme je vous le disais, il est accompagné d'English, mais malheureusement je le sens très très mal pour Rousseff, je le sens mal, et j'ai bien peur que Randy Orton s'impose et parte sur un autre programme, peut-être un programme avec Nakamura, voire avec AJ Styles, et qui va remonter vers le main event. Et en ce qui concerne Rousseff, j'ai bien peur que cela se complique un peu à la façon d'un Bray Wyatt, enfin voilà, quelqu'un qui mériterait une meilleure exposition, mais qui est toujours en train de végéter là, sans vraiment progresser depuis des années et des années. Donc malheureusement, c'est peut-être l'un des matchs les plus difficiles à pronostiquer, mais malheureusement, même si ce serait beaucoup plus logique que Rousseff l'emporte, malheureusement, je vais donner quand même la victoire à Randy Orton, dans un match, voilà, qui est vraiment pas beaucoup de build-up, pas vraiment d'intérêt. Voilà, il y a vraiment quasiment rien eu entre les deux. C'est un match gratuit, rivalité gratuite, et puis surtout des squash matchs qui étaient vraiment sans intérêt. Donc on va passer au match suivant. Bobby Roode face à Dolph Ziggler. Donc pour les grands débuts de Bobby Roode, hein, dans le main roster en pay-per-view. Je dis bien en pay-per-view. Ce match rappelle un peu les débuts de Nakamura, hein, face justement à ce même Dolph Ziggler. Donc c'était il y a quelques mois. Victoire de Nakamura, qui était bien entendu pas une surprise, surtout qu'il y a eu beaucoup de clips sur lui juste avant. Là, il n'y a pas eu de clips, hein, particulièrement parce que ce n'était pas les vrais débuts de Roode, hein. Roode, on l'a vu en pay-per-view, on l'a vu en weekly, pardon. Nakamura, c'était vraiment c'était ses vrais débuts. Mais pour le pronostic, il n'y a vraiment pas de surprise. Bobby Roode va l'emporter. C'est plus un match pour le présenter un peu au public. Ça va être un peu voilà, pour le lancer dans ce main roster. Dans cette rivalité qui est vraiment nulle à chier, parce que Ziggler, là, il est pathétique. Et il s'enlise de semaine en semaine. Enfin, le dernier segment là, avec ces fameuses présentations où il mime les présentations de différents lutteurs présents ou passés, c'est pathétique. Là, quand il arrive avec la grosse caisse, mais arrêtez quoi, arrêtez. Mais qu'est-ce que vous faites de Ziggler là? Qu'est-ce que vous faites avec Ziggler? Enfin, c'est vraiment, mais ça fait peur, et c'est même, moi ça me fait chier pour lui quoi, à la limite, ça me fait chier. Et là, ils en ont rien à foutre le WWE de lui là. Donc il va jouer les jobbers de luxe, hein, autant le dire tout de suite. L'un des seuls intérêts peut-être, ça sera de voir quelle va être l'entrée de Ziggler.
peut-être qu'il va même avoir une nouvelle musique, on ne sait jamais, voire une nouvelle tenue, mais surtout son entrée. Qu'est-ce qu'il va avoir comme entrée? Enfin voilà, c'est l'un des rares intérêts de ce match. En tout cas, bon, il a marqué un petit point quand même le mardi dernier en disant que c'était surtout une entrée, hein, Bobby Roode, ce qui est pas totalement faux. C'est vrai que sans entrée, ce serait pas la même chose. C'est un peu d'ailleurs à l'image de Nakamura. Donc, bah, pas trop de suspense hein, à attendre de ce match. Donc victoire de Bobby Roode, un clean, voilà, net et précis quoi. Il y a clair, net et précis. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Mais je vois pas beaucoup d'avenir non plus pour Dolph Ziggler. Hein. C'est un peu malheureusement une situation à la Wyatt ou à la Rusev comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc bah voilà, je pense que Ziggler va rester dans le fond de la carte hein, et va surtout jobber pour Bobby Roode qui va sûrement rapidement monter vers peut-être le titre US, voire carrément le titre WWE, peut-être plutôt vers 2018. En tout cas, ça sera sûrement the next big thing du côté de SmackDown. En tout cas, tant qu'il sera face, hein, puisqu'après, je pense qu'il y aura un heel turn qui viendra. Mais ça, je pense qu'on a eu le temps d'en reparler. Match suivant, match de championnat des États-Unis entre AJ Styles et Baron Corbin. Alors, première chose déjà, hein, mais pourquoi mon chouchou, pourquoi Tye Dillinger, mon chouchou, n'est-il pas là? Pourquoi, alors qu'il a fait une bonne partie de la feud entre les deux, il a affronté Styles, il a affronté Corbin, et le pire dans tout ça, regardez le dernier SmackDown, la grosse surprise, Tye Dillinger a battu clean Baron Corbin, avec un roll-up certes, mais il l'a battu clean. Et pourquoi n'est-il pas inséré dans un triple threat match avec ces deux-là? C'était parfait ce scénario. Et justement, cette absence m'a quand même en quelque part aiguillé dans mon pronostic. Je m'explique. Moi, ce que je vois, c'est que cette défaite un peu surprise quand même de Corbin à SmackDown n'est pas le fruit du hasard et va servir un petit peu à ménager l'effet de surprise, on va dire, à l'affaiblir un peu Corbin pour mieux nous surprendre dans le pay-per-view. Donc je sens, parce que là quand même Corbin il est, voilà, certes il est quand même il est exposé, il est dans une feud quand même avec Styles, c'est pas dégueulasse, mais voilà de quoi il sort quoi. Il ressort d'un cash raté de mallette pitoyable et d'un match on ne va pas en reparler face à John Cena où il se fait enterrer. Donc là il est vraiment sur une très mauvaise série. Donc à un moment donné il va falloir lui redonner quelque chose. Donc je pense pas qu'il va se faire enterrer à nouveau. Donc je pense que cette défaite face à Tye Dillinger cache quelque chose. S'il avait gagné contre Tye, là je serais allé plus facilement vers une victoire de Styles. Là par contre, je vais quand même prendre ce petit risque et donner la victoire à Baron Corbin. Donc je pense que Corbin va récupérer le titre US. Et puis en plus ça commence à faire un petit moment que Styles est champion. Bah mine de rien son règne n'a pas été exceptionnel hein, à Styles hein, en fait. Hein. Il aurait pas eu la ceinture, ça aurait été pratiquement la même chose. Hein. Donc il a voulu relancer un peu les Open Challenge, mais bon finalement on n'a pas vraiment eu le temps de le voir sur la durée comme ça avait été le cas avec John Cena. Il avait un petit peu relancé le truc, mais ça s'est pas fait d'une façon régulière malheureusement, ce qui est dommage. En dehors de ça, son règne n'est pas fameux, hein. Tout Styles qu'il est. Hein. Bref, mon scénario donc, c'est victoire de Corbin. Et que se passera-t-il dans le SmackDown qui suit? C'est là que j'en reviens à la victoire de Tye. On va voir d'abord un segment avec Styles qui, naturellement, en tant que champion sortant qui perd sa ceinture, va réclamer un rematch à Corbin. Et à ce moment-là, Tye fait également son apparition. Et là, ça joue sa carte en disant oui Styles c'est bien hein, mais n'oublie pas que moi aussi j'ai battu Corbin à SmackDown la semaine dernière, celui qui est donc devenu champion à Hell in a Cell. Donc j'ai
toute légitimité pour être challenger numéro 1 au titre US. Et donc, on a eu toutes les combinaisons possibles entre ces trois hommes. Hein. On a tout eu. On a eu Taddy Dillinger contre Styles, Taddy Dillinger contre Corbin et Corbin contre Styles. On a eu les trois types de trois matchs différents. On a tout eu. Qu'est-ce qui manque dans tout ça? Le triple threat match. Le voilà, le triple threat match qu'on aurait dû avoir à Hell in a Cell, mais qu'on risque d'avoir après, donc peut-être probablement même puisqu'il n'y aura pas de pay-per-view pour SmackDown avant un bon moment, eh bien ça va être le moment de le faire à SmackDown, peut-être dès mardi prochain, voire un petit peu plus tard. Moi je le verrai bien mardi prochain. Donc mon pronostic c'est un triple threat match entre les trois hommes avec Corbin champion à ce moment-là, ce qui expliquerait donc du coup pourquoi Dillinger a battu par surprise Corbin mardi dernier. Donc voilà mon pronostic, victoire de Corbin, petite surprise, qui récupérait donc le titre. On passe au match suivant, un des gros morceaux de la soirée, entre les Usos et les New Day. Match, attention, hein, c'est pour ça que j'ai rajouté le petit logo en dessous. Match comptant comme un Hell in a Cell match. Donc c'est l'un des deux Hell in a Cell match de la soirée. Alors effectivement, hein, on en a un peu marre des Usos New Day. Moi le premier. On en a tellement eu des matchs. Mais il faut reconnaître qu'on a toujours eu des matchs de qualité. Il suffit de voir Battleground, il suffit de voir Money in the Bank, il suffit de voir surtout SummerSlam, ce match de kick-off. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, qui est pour moi le meilleur, le plus beau match de kick-off que je n'ai jamais vu dans ma vie. Et probablement aussi le match tag team de l'année du côté de la WWE. Hein. Il y a peu de matchs par équipe qui ont été aussi bons, voire meilleurs que celui-ci. Donc, au niveau in-ring, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, surtout avec une stipule pareille. Donc je pense qu'on va pas s'ennuyer. Forcément, vu qu'ils seront 2 contre 2, donc il y aura un troisième membre, on sait pas lequel, peut-être Xavier Woods, qui sera donc à l'extérieur et qui aura peut-être son rôle à jouer avec cette cage, qui va peut-être empêcher les Usos de redescendre ou ce genre de choses. Quoique non, je dis une bêtise. Le but n'est pas de redescendre, c'est pas un steel cage match, mais c'est un Hell in a Cell, donc c'est pas pareil. Mais pour les sorties de cage, on en reparlera tout à l'heure. Hein, vous voyez où je veux en venir. En ce qui concerne le pronostic, on nous le vend ce match comme étant le dernier de la rivalité. Donc, qui dit dernier match de la rivalité dit conservation de ceinture. Le yo-yo on l'a eu. Le yo-yo on l'a eu en permanence. Donc là, il faut se stabiliser. Donc, on va pas refaire. On va pas changer les ceintures. Ça obligerait à nouveau les New Day à réclamer un rematch. Donc non, arrêtons là. En plus, un Hell in a Cell, c'est une stipulation parfaite pour stopper les rivalités, pour les arrêter. Donc, victoire des New Day, hein. New Day qui conserve. Et mon petit bonus, c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai donné aussi les New Day, c'est la préparation pour la suite. Quid de la suite. Et c'est là que je verrai bien des nouveaux rivaux. Et c'est là que j'en viendrai au Owens, Shane McMahon. Je verrai bien Kevin Owens et Sami Zayn comme futur challenger numéro 1. J'en reparlerai tout à l'heure. Il y a bien sûr Shelton Benjamin et Chad Gable, mais ils sont comme ils sont face, je verrai moins cette équipe-là pour challenger les Usos. Donc je vais vous expliquer ça tout à l'heure. En tout cas, conservation des titres par les New Day. En ce qui concerne la qualité du match, je pense que il faudra pas trop s'inquiéter. Ça sera probablement le match de la soirée, ou alors en tout cas l'un des deux meilleurs matchs de la soirée, avec le Shane Owens. Je pense que ça va se jouer entre les deux pour être les meilleurs matchs de la soirée. Donc les deux matchs Hell in a Cell finalement. Donc j'espère que ce sera vraiment la fin de la rivalité après ce match et qu'on puisse enfin passer à autre chose. Match suivant, Natalya, la championne, défendra son titre contre Charlotte, donc bien sûr le titre féminin. Alors bon, il n'y a pas grand chose niveau build-up, il n'y a quasiment rien, il n'y a même pas de rivalité, on peut pas vraiment parler de rivalité. À la limite, Carmella est même peut-être plus présente que entre les deux que Natalya et Charlotte en frontal.
Et je pense quand même que ce match va être remporté. Ça va être vraiment un gros suspense, mais ça va être très serré. Mais je pense que ça va pas se finir clean cette histoire. Charlotte va, pour moi, l'emporter parce que voilà, c'est une nouvelle rivalité. Donc, je partirai plus vers un étirement, hein, c'est traditionnel, un étirement de la rivalité. Donc dans le SmackDown précédent de mardi dernier, on avait eu un match par équipe entre Charlotte et Becky Lynch face à Natalya et Carmella, et on a vu que Carmella et Natalya l'avaient emporté sur un sharpshooter de Natalya qui avait justement fait abandonner Charlotte. Et je pense que cela n'est pas le fruit du hasard, puisque du coup elle perd juste avant le pay-per-view et elle abandonne. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant à noter. Ça me fait penser que Charlotte ne va pas reperdre une deuxième fois, et d'autant moins sur un nouveau sharpshooter. Donc je pense plutôt que cette fois-ci elle va prendre sa revanche, Charlotte, mais elle va l'emporter. Je vois pas un truc clean, je vois pas quelque chose de clean, parce que j'ai autre chose en tête. Je pense à cette fameuse rivalité, enfin qu'on nous balance dans la figure depuis des mois là, entre les Four Horsewomen et les Four Horsewomen du MMA. Alors on ne sait pas encore quand est-ce que ça va avoir lieu, mais c'est quand même très bien parti. Et donc, bien entendu, c'est Becky Lynch, c'est Bayley, c'est Sasha Banks et c'est Charlotte. Donc, j'y réfléchis, je me suis dit pour que ce Four Horsewomen de la WWE contre les Four Horsewomen du MMA, pour que ce match ait lieu, il faudrait pas que l'une des quatre soit championne. Parce que sinon, du coup, il n'y aurait pas de titre défendu par l'une ou l'autre des deux filles qui seraient championnes. Donc, du coup, je ne vois pas Charlotte championne à ce moment-là. Et comme c'est un 4 contre 4, forcément, je pense au Survivor Series. Pour moi, c'est le moment idéal. Match par équipe, 4 contre 4, forcément, le Survivor Series s'y prête à merveille. Donc, pour moi, Charlotte ne sera pas championne au Survivor Series. Donc, elle peut tout à fait l'emporter là et le reperdre dans la foulée. Bon, pourquoi pas, mais je vois pas en tout cas Charlotte perdre une nouvelle fois, 2 fois en une semaine, en moins d'une semaine, face à Natalya. Donc, il faut prolonger un peu la rivalité, et bien entendu, il faut pas oublier le cash de Carmella. Le cash de Carmella qui pourrait tout à fait arriver, hein. Mais à vrai dire, j'y crois pas trop au cash de Carmella. Je pense qu'elle va encore un petit peu conserver. Et puis il est trop teasé encore. On l'a vu cette semaine. Natalya qui a encore prévenu Carmella, hein, qui l'a un peu menacé. Attention, hein, je te suis, hein, je t'ai à l'œil, machin, avec Ellsworth là qui est tenu en laisse. Il est un peu trop teasé. Et je pense qu'il faut mieux se faire oublier, hein. Plus tu te fais oublier, plus tu as de chances de cacher en fait. Donc je pense pas qu'il y aura de cash. Mais en revanche, je vais donner une victoire pas clean à Charlotte. Donc victoire par disqualification, je dirais une disqualification. Peut y avoir un count-out, pourquoi pas, mais je donnais quand même un petit avantage à la disqualification, ou en tout cas pas de victoire clean de Natalya, sinon Charlotte elle est déjà hors de course quoi pour le titre. Donc tu fous déjà tout en l'air, et la rivalité n'aura servi à rien. Enfin, si tu fais un match et tu perds déjà clean, la challenger perd déjà clean, tu peux plus rien faire derrière. Donc il faut que la rivalité se prolonge, et donc je vais donner la victoire à Charlotte, mais donc par disqualification, pour que comme ça Natalya conserve sa ceinture, et surtout que Charlotte ne soit pas championne lors du fameux match 4 contre 4 de Survivor Series, si ça a bien lieu à Survivor Series. Donc voilà un peu mon scénario, hein, qui vaut ce qu'il vaut en tout cas, mais je vois pas trop Charlotte prendre la ceinture, quand bien même le règne de Charlotte, le règne de Natalya n'est pas inoubliable aussi, loin s'en faut, comme beaucoup de règnes en ce moment d'ailleurs à la WWE. Bref, fin de la parenthèse. Donc voilà, pour l'instant, dans le roster il n'y a pas grand chose, hein. Becky Lynch elle est aux oubliettes, Lana et Tamina, on a l'impression que ça n'avance déjà plus leur petite storyline là, comme beaucoup de storylines de la WWE, hein. Je vous avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Le WWE aime bien tester des choses et les abandonner tout de suite
sans prévenir, on va dire. Donc c'est un peu difficile de les suivre. Donc on va passer à l'un des deux main events. Alors on sait pas lequel ça va être, mais il y en a plusieurs. En tout cas, il y en aura. Ça va être entre les deux. Le Shane McMahon face à Kevin Owens, l'un des des gros morceaux, dans un Hell in a Cell False Count Anywhere match. Alors déjà, c'est pour ça que j'ai rajouté cette petite étiquette en haut à gauche, hein, un False Count Anywhere match dans un Hell in a Cell. J'avais jamais vu ça avant, et je pense que c'est vraiment la première fois que ça arrive. C'est une stipulation très bizarre et surtout antinomique, parce que on se demande comment tu peux faire un False Count Anywhere dans une cage. Alors il y a eu des rumeurs, enfin en tout cas il y a quelque chose qui a circulé, c'est un peu à l'image du House of Horrors match entre Randy Orton et Bray Wyatt, c'est qu'il y a d'abord un début de match pré-enregistré backstage, donc avec un combat en backstage, donc à l'extérieur, ce qui ferait donc partie du False Count Anywhere match, et que on rebascule en direct sur le Hell in a Cell match. Voilà la rumeur. Ce qui n'est pas impossible. Voilà, bon bah le build-up était vraiment très bien. Hein. Ça, c'était l'un des bons build-up de l'année, hein, du côté de SmackDown. Ça me rappelle un petit peu le build-up Bray Wyatt, Randy Orton. Ça a été vraiment une des belles feud de ces derniers mois. Ça a été vraiment très bien buildé. C'est arrivé jusqu'au McMahon, jusqu'à toute la famille. Vince McMahon qui se prend un coup de boule d'Owens. La baston entre Shane et Kevin Owens. Ça, c'est devenu une affaire personnelle avec les enfants, la famille. Enfin, tout était rassemblé. Et un Kevin Owens vénère à chaque fois, qui se sent persécuté, pestiféré à chaque fois, en se disant qu'il se fait arnaquer à chaque fois par Shane. Bref, vous la connaissez l'histoire. On sait que voilà, Shane c'est quand même pas quelqu'un. On sait que c'est pas un catcheur régulier. Il a un certain âge. Il a perdu contre Taker avec les honneurs dans un Hell in a Cell match. On s'en souvient. Là, je vois pas de nouveau. Je le vois pas gagner. Hein. Il avait déjà perdu, hein, mais contre Taker, mais je le vois pas gagner contre Owens. Ça n'aurait juste aucun sens et aucune crédibilité. Par contre, il y a de bonnes chances pour qu'on le voit faire un spot, hein, toujours bien entendu son coast to coast, et peut-être aussi encore un saut suicidaire du haut de la cage, quoique vu son âge, hein, ce qui va encore s'y risquer, d'autant plus qu'à nouveau il y a une rumeur qui disait que il pourrait y avoir un doublage, donc peut-être qu'un cascadeur le remplacerait, mais je vois pas trop comment ils peuvent faire ça, puisque si c'est le backstage match, enfin le False Count Anywhere match qui est préenregistré, mais que le Hell in a Cell est en direct, je vois pas comment en direct, dans le Hell in a Cell, il pourrait remplacer Shane par un cascadeur. Donc j'y crois pas trop à cette histoire. Donc ça, on va voir s'il va avoir les couilles de le refaire, ce saut suicidaire. Mon pronostic, donc victoire de Kevin Owens, ça me semble logique, mais surtout, on l'a vu dernièrement, Sami Zayn de plus en plus présent dans la feud, et on l'a encore vu dernièrement où il est intervenu backstage auprès de Shane, en lui disant attention, c'était mon meilleur ami, et voilà, à mon époque on était meilleurs amis, et voilà comment ça a dégénéré, attention. Enfin, du coup, il a prévenu Shane, et Shane l'a envoyé balader, hein, véritablement. Et pour moi, c'est pas innocent ce genre de segment. Et mon gros pronostic, donc comme je le disais pour le tag team match, je vois un heel turn de Sami Zayn. Sami Zayn, en plus on est sur des stipus sans disqualification. Donc justement, autant le faire, autant en profiter. Donc intervention de Sami Zayn pour aider non pas Shane comme le public le croirait, mais pour aider Kevin Owens. Donc ce serait la grosse surprise. Donc pour moi, ce sera le fait majeur de ce pay-per-view. Donc ce serait le heel turn de Sami Zayn et la formation d'une nouvelle équipe, donc Kevin Owens et Sami Zayn. En plus, on le sait, hein, en house show au Canada, hein, il s'était reformé un petit peu pour un segment. Ça a peut-être donné des idées pour cette fois-ci une vraie équipe dans le main roster. Et du coup,
ce heel turn, du coup on aurait une nouvelle équipe heel qui pourrait donc être un peu les nouveaux Cesaro en quelque sorte, et qui pourrait du coup feuder avec les New Day, hein, si les New Day arrivent à gagner leur rivalité et rester champions face aux Usos, ça pourrait être des bons rivaux pour les New Day, ça pourrait faire une rivalité quand même pas dégueulasse. Donc voilà comment je vois les choses, c'est un gros risque que je prends, mais en revanche la victoire de Kevin Owens pour moi ne fait aucun doute, hein. Si Shane gagne, alors là ce serait vraiment n'importe quoi, mais je pense que la présence de Sami Zayn dans la storyline, hein, depuis quelques semaines n'est pas le fruit du hasard. Donc je pense qu'il va y avoir un twist avec lui. Donc victoire de Kevin Owens et mon petit bonus, intervention de Sami Zayn. Et enfin on passe au main event. Ce main event absolument affreux, hein, que personne n'a envie de voir en fait, hein. C'est Jinder Mahal face à Shinsuke Nakamura, hein, pour le titre WWE. Ce build-up est absolument dégueulasse. Toujours la même chose, les mêmes promos de Mahal qui balance des photos un peu désagréables sur des mimiques de Nakamura, avec des remarques très très limites, hein, un peu racistes, hein, faut le dire. Donc ça a été un peu limite, hein, les propos tenus dans cette feud. Donc il faut passer à autre chose là, parce qu'on a marre. Les build-up est affreux, les promos toujours les mêmes choses, ces photos qu'ils nous ont passées là chaque semaine. Heureusement dans le dernier SmackDown on n'a pas eu droit à ça, c'était directement une attaque par derrière de Mahal sur Nakamura, heureusement. Mais du coup là j'ai un peu peur, malheureusement je ne vois pas Nakamura récupérer la ceinture. Et en plus on le sait, la WWE au mois de décembre va organiser 2 shows en Inde. Ça va être des shows spécifiques à Raw, mais on sait que Mahal sera présent, hein, forcément, hein. Il ne peut pas y avoir de show WWE en Inde sans la présence de Jinder Mahal. Alors après bon, ils nous ont vendu Mahal comme étant le 2 fois champion de la WWE. Alors est-ce que c'est un spoiler comme quoi du coup il perdrait puis récupérerait plus tard son titre? Je n'y crois pas. Pour moi c'est pas un vrai spoiler, c'est une connerie. Malheureusement, hein, je vois pas pourquoi Nakamura remporterait le titre en fait, puisque il est pas convaincant en fait, donc je ne pense pas que Vince soit très fan de Nakamura en fait, hein. Niveau micro c'est pas bon, et puis même niveau in-ring c'est très décevant. Alors après bon, on connaît ses qualités, hein, mais formaté WWE c'est pas bon. Formaté WWE, Nakamura est boring as fuck. C'est pas de sa faute, hein. Et en plus le rival est pas terrible du tout, quoi. Enfin Mahal, c'est Mahal, quoi. C'est pas AJ Styles, quoi. C'est pas Kevin Owens, c'est pas Seth Rollins. Enfin voilà, je peux vous citer n'importe quel autre lutteur. Voilà, c'est pas génial, hein, c'est pas foufou Mahal, hein. Donc mais malheureusement je vois pas encore ce règne s'arrêter tout de suite, hein. Malheureusement on va se le taper encore pendant quelques temps, hein. Je ne sais pas combien de temps, mais au moins je pense jusqu'à la fin de l'année, voire début 2018, hein, puisque s'il y a cette tournée en Inde, hein, forcément, enfin c'est même sûr, hein, ça va avoir lieu. Donc je vois pas mal arriver en Inde sans la ceinture. Donc c'est encore un indice pour moi qui fait que Mahal va conserver. Et du coup je me demande comment ce qu'ils vont faire pour Mahal, parce que est-ce qu'ils vont à nouveau prolonger la rivalité? Ça va être compliqué, hein, s'il perd à nouveau, à moins vraiment d'une victoire par disqualification ou encore un truc pour prolonger la rivalité, on sait jamais, hein, puisque Mahal Orton on l'a eu trois fois, hein, en pay-per-view, hein. Donc ils peuvent tout à fait nous la refaire une 3e fois, même si ça serait absolument horrible, hein, de nous imposer, nous faire subir une 3e fois ce match. Bref, on parle pas de malheur, on va déjà parler du 2e. Et mais bon, victoire pour moi de Mahal, malheureusement. Et voilà, ce match est vraiment dégueulasse et je vois pas mieux, hein. C'est un match sans stipulation en plus particulière, hein. Il n'y a pas de Hell in a Cell, ça va être simple. Et puis voilà, les Singh Brothers vont probablement foutre la merde. Mais changement de titre, je n'y crois pas du tout. Voilà, donc je pense que j'ai assez parlé, 35 minutes, hein.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce pay-per-view. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous auriez donné autre chose? Il y a quand même quelques interrogations. Je reste un petit peu sceptique sur le Orton Rousseff, sur le Natalia Charlotte. En dehors de ça, je suis à peu près sûr de mes coups. Pour moi, il n'y aura pas trop de suspense sur les autres matchs. Donc, mais j'attends toujours d'être surpris, hein. On ne sait jamais. Mais je pense que je ne serai pas trop loin de la vérité à la fin de ce pay-per-view. De toute façon, on va se retrouver très vite, hein, pour le débrief. Je vais essayer d'être plus rapide que pour nos merci, hein. Je vais essayer de le voir dans l'idéal lundi pour pouvoir vous faire un débrief mardi. Je vais essayer. Ça va être, je vais essayer d'être beaucoup plus réactif. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'être fidèle. On se retrouve très bientôt, donc, pour le débrief de Hell in a Cell. Et pourquoi pas, peut-être aussi une vidéo réaction sur sur Bulgarie-France qui va avoir lieu ce soir. Je vais voir si je vais faire une réaction là-dessus. Ça dépendra du résultat, si j'ai des choses à dire. En tout cas, passez un bon week-end. On se retrouve de toute façon très bientôt. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez jamais, vive le catch! Ciao à tous!